des hommes d'affaires français. Et quand on parle de forum économique, les retombées dans ce genre de forum, il ne faut pas les attendre dans le mois ou les jours qui suivent. Non, il s'agit de l'investissement. Quand vous investissez, vous vous engagez à investir dans un pays, mais l'impact n'est pas immédiat. Ça se fera voir peut-être dans 3, 4, 5 ans, quand l'activité va démarrer, et ainsi de suite. Et vous savez qu'en matière d'investissement, même lorsque vous avez commencé à signer les accords de partenariat, mais il y a un temps pour ça, le temps de s'installer, le temps de mettre en place tous les dispositifs et de démarrer les activités. Il se passe parfois 3, 4, 5 ans, voire même plus. Quelles sont les attentes de ce forum? Logiquement, que ça ne soit pas pour aujourd'hui, même pour l'avenir. Mais les attentes, c'est l'investissement étranger qui arrive chez nous. Les gens vont investir dans les domaines... Quels sont ces gens? Mais les étrangers qui sont venus à ce forum, il y en a qui ont pris des engagements pour venir investir chez nous et ils sont en train de travailler. Il y en a qui ont déjà demandé des conventions économiques qui vont s'établir chez nous. Alors, monsieur Obita Filaoui, apparemment, dans votre langage, vous regrettez la main-d'œuvre de la RDC. Oui, je regrette énormément parce que je tiens à rester, comme le disait M. Ndongo, objectif. Hein, il faut rester quelque part objectif. Nous avions et nous avons besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. J'ai écouté M. Kamba quand il parlait des investisseurs qui sont arrivés. C'est très bien, mais ces investisseurs, la première chose qu'ils vont chercher, c'est la main-d'œuvre qualifiée. N'est-ce pas? Donc il faut que nous continuions de rester concrets en se disant qu'en l'état actuel de nos capacités, nous n'avons pas cette main-d'œuvre qualifiée à l'heure d'aujourd'hui. Voyez-vous, moi je regarde avec beaucoup de pessimisme mes rues de Poto-Poto, n'est-ce pas? Où nous avions pris, je ne voudrais pas dire l'habitude, mais nous avions laissé un certain nombre de tâches à ces ressortissants-là que chacun d'entre nous réchignait à faire, n'est-ce pas? Et donc de ce côté-là, il y a une crainte. Donc vous voyez, il y a tout plein de choses qui vont se mettre en marche. Et puis il y a aussi le fait, c'est pour ça que tout à l'heure j'allais dire que nous n'avons pas à nous justifier sur ce qui a été fait. Ce qui a été fait a été fait, mais simplement il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Il ne faut pas que nous nous cachions derrière notre petit doigt en nous disant que d'un coup de baguette magique, le Congolais va devenir éboueur demain. N'est-ce pas? Comme l'a dit M. Diakab, on n'a pas été formé pour ça. C'est pas ce qu'on a le mieux appris. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, il n'y en a pas beaucoup qui prendraient ces fonctions-là. Donc, nous aurions eu bien fait de prendre le temps d'identifier, comme a dit M. Ndongo, la main-d'œuvre nécessaire. Mais c'est comme ça que ça se passe partout ailleurs dans le monde. Hein, mais si je sors du contexte strictement économique du domaine qui est le mien, c'est de dire aussi que sociologiquement, ça a des conséquences entre nos deux peuples qui sont deux peuples unis. Hein. Quand je vois aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple tout simple, j'ai un mécanicien qui est le mien, qui est citoyen de RDC, qui à 2 jours est en train de réparer mon véhicule, et chez lui, un véhicule de police arrive, prend toute sa famille, la rapatrie. Ce monsieur laisse mon véhicule, n'est-ce pas? Il s'en va, alors que ce monsieur est l'un des seuls à avoir une mallette électronique pour allumer mon véhicule, pour faire ce qu'on fait le check engine. Donc mon véhicule est resté immobilisé. Et lui, il me demandait 65 000, et je vais ce citoyen libanais à côté qui me demande 150. Vous voyez? Donc il y a pas mal de choses comme ça qui vont se poser à nous, et puis après il y a toutes ces questions de rapport et de relations entre les deux peuples. Je crois qu'on aurait eu mieux fait de gérer ça avec beaucoup plus de tact quand même, sans juger une fois de plus ce qui a été fait. Monsieur Alphonse Ndongo, parlons d'abord de l'assainissement de Brazzaville. Brazzaville, sinon le Congo, c'est un pays qui se veut émergent en 2025. Comment comprendre que Brazzaville manque des éboueurs qualifiés, manque de véhicules de voirie, Brazzaville manque des vidangeurs de toilettes? Alphonse Ndongo, est-ce que Brazzaville, effectivement le Congo, peut se projeter émergent en 2025?
Bon, l'émergence ne se décrète pas. Il faut reconnaître aussi une chose, hein. C'est vrai qu'on peut tout dire sur la gestion de la mairie, mais il faudrait peut-être qu'on rentre dans les états financiers de la mairie. Est-ce qu'elle dispose suffisamment de moyens pour répondre à la demande, pour répondre aux besoins qui sont tous les jours croissants? Bien sûr. Bon, je pense qu'il y a aussi un problème au niveau de la structuration. Tantôt, il y a un jeu de ping-pong, c'est la délégation générale aux travaux qui doit s'occuper de ceci ou de cela. Bon, cela étant dit, mais il faudrait que dès maintenant, parce qu'à l'instant T0, les populations n'ont pas besoin des grandes théories qu'on leur dise on va attendre. Les gens ont besoin aujourd'hui de voir leur poubelle vidée. Moi, je vide la mienne maintenant à 5 000 francs CFA, j'habite le plateau des 15 ans, alors qu'il y a quelques jours, je la vidais à 2 000 francs. Bon, c'est vrai, mais ce que je voudrais retenir, je suis heureux de constater que monsieur le DIRCAB pense déjà au phénomène, au choc inflationniste. Bon, même si pour l'instant il dit qu'il n'y a pas encore vraiment d'inflation, mais je retiens une chose que le président faisait déjà allusion dans son discours à la nation, faisait allusion au fait que nous étions au-delà de 3% du taux d'inflation qui est reconnu sur le plan communautaire. Donc nous étions à l'instant où le président faisait le discours, quasiment, je crois, à 4 ou 4,5%. Alors maintenant, avec tout ce qui se passe, il est évident que le renchérissement de la main-d'œuvre va inéluctablement influer sur l'inflation. Et l'inflation, tout le monde sait ce que ça vaut. Ça vous vaut des tensions sociales. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut peut-être pas encore mesurer ou quantifier ce qui peut se passer d'ici à la fin de cette année, mais il est évident que si nous avons une main-d'œuvre très chère, monsieur le conseiller, monsieur le DIRCAB nous a dit tantôt qu'il y a, n'est-ce pas, une opération de charme en direction des investisseurs, mais un investisseur quand vient chez vous, il vous pose la première question. Au-delà des aspects fiscaux, au-delà, je ne sais pas, de l'énergie, mais il regarde d'abord qu'est-ce que la main-d'œuvre me coûte. Si la Chine aujourd'hui est un pays, n'est-ce pas, reconnu puissant, c'est parce que la main-d'œuvre y est moins chère. Maintenant, lorsqu'elle devient maintenant un peu chère aujourd'hui en Chine, les entreprises sont en train de délocaliser maintenant au Vietnam, ou bien dans d'autres pays comme l'Inde ou bien le Bangladesh. Donc, c'est pour vous dire que si nous avons une main-d'œuvre chère, même l'opération, même le projet de zones économiques spéciales, cher au ministre Akwala, ben, je ne sais pas comment est-ce que nous pourrons donc fabriquer des produits ici avec une main-d'œuvre qui est chère et que nous pouvons être compétitifs sur le marché international. Ça, c'est une question, peut-être que je suis un peu très en avant par rapport à cette façon de voir les choses. What and see, comme disent les Anglais. Comment le Congo peut penser évoluer quand on sait tout de même qu'aujourd'hui, après le départ des ressortissants de la RDC, le domestique qui demandait avant 30 000 francs va au-delà aujourd'hui 50 000 francs, 60 000 francs, 70 000, messieurs les directeurs d'académie? Bon, ben écoutez, ces questions, c'est comme on a dit tout à l'heure, il y a un problème aussi je vous dis que pour la plupart, hein, nous avons nombreux ont du personnel congolais chez soi, mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu de vérité d'augmentation de tarifs parce qu'il y a eu ceci ou cela. Jusqu'aujourd'hui, je crois que ce qui manque encore dans le pays, c'est les normes en ce qui concerne par exemple les personnels domestiques, quel devait être le tarif, le salaire minimum pour un gardien, je crois qu'il faudrait qu'on en arrive là. Parce qu'aujourd'hui, c'est en fonction, soit le type est totalement dans le besoin, il dit ah non, je suis preneur. Et donc, qui doit réellement faire le travail? Ah ben ça, je crois que c'est des choses auxquelles on doit penser, c'est-à-dire qu'à la fois les
organisations professionnelles et le ministère du Travail, ensemble, ça devait être fait. Je crois qu'on finira par arriver là pour que tout cela soit cadré. On sache que quand tu as besoin d'un technicien de surface, comme on les appelle aujourd'hui, je dois le payer, le salaire minimum que je dois le donner, c'est tant. Maintenant, si on est plus généreux, on peut aller au-delà. Ça, Monsieur de combat va revenir à vous. Monsieur Obita, en termes d'acheminement, Obita Fila, après tout proche donc de la fin de cette émission, mais tout de même, quelle proposition de stratégie pouvez-vous bâtir sur ce plateau? Quelles sont les cités le gouvernement a accompagné la jeunesse dans le cadre du développement, donc de boucher ces postes devenus vides après le départ des ressortissants RDC? Écoutez, moi la réponse que je pourrais donner proposition de stratégie. Oui, la proposition, déjà, pour faire une proposition, ce que je voudrais dire, ça ne se qualifie pas en termes de boucher quoi que ce soit. Hein. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Voyez-vous, on aura toujours besoin, et on a toujours besoin du voisin pour quoi que ce soit, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez l'Europe qui existe, qui prennent des plombiers polonais, qui à l'époque faisaient l'objet de railleries. Mais aujourd'hui, c'est très courant en France, qu'on retrouve des Espagnols, qu'on retrouve ceci, qu'on retrouve autre chose, voyez-vous. Et donc, ça, il faut que l'État, aujourd'hui, cette opération ayant été engagée déjà de fait, prenne les choses en main et mette en place la qualification, la formation qualifiée, hein, je veux dire à la base, hein, parce qu'aujourd'hui ce que nous avons besoin, nous avons assez de cadres formés. Maintenant c'est le petit personnel, c'est la main d'œuvre qualifiée qui nous manque. Aujourd'hui il faut la former. Former pour faire face. Comment faire pour facilement former cette main d'œuvre? Écoutez, il faut avoir le courage d'aller voir les frères d'en face. Est-ce que déjà l'ONIMO connaît le nombre des chômeurs au Congo? Oui, ils ont une idée. Hein, ils ont une idée. Pour avoir été là-bas souvent, ils sont bien outillés pour ça. Ils ont une bonne base de données. Mais il faut qu'on aille prendre des autres. Il y a une expérience que nous n'avons pas. Il y a des métiers que nous n'apprenons pas. Il y a des métiers que nous avons négligés parce que nous les avons laissés à d'autres. Aujourd'hui, il faut se réapproprier ces champs professionnels. Voyez-vous? Et comme nous n'avons pas d'expérience de cela, il faut aller chercher cette expérience là où elle se trouve. Que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Libreville, que ce soit à Sao Tomé, il faut bien aller la prendre quelque part parce que nous ne l'avons pas, tout simplement. Merci M. Alphonse Dongou. Proposition de stratégie. Il y a un adage populaire qui dit « à quelque chose mal arrivons ». Peut-être que le fait qu'on ait pris cette décision, à mon avis, un peu à la huissarde, d'engager l'opération sans tenir compte des contours économiques et des conséquences, bon, il va falloir que justement le ministère de la formation qualifiante maintenant joue véritablement son rôle. Exactement. Joue véritablement son rôle et qu'évidemment, pourquoi pas qu'on essaye de ressasser les politiques de l'époque qui consistaient à faire ce qu'on appelait aussi en ce moment-là la formation des masses, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de niveau d'éducation requis, pour évidemment les amener à s'occuper dans des petits métiers. Ça, c'est très important parce que le but n'est pas seulement de former les gens aujourd'hui. Le but maintenant, c'est que si on veut être émergent, j'aime bien ce thème, si on veut, n'est-ce pas, faire des yeux doux aux investisseurs, si on veut, n'est-ce pas, mettre sur pied des zones économiques spéciales, le tableau de bord sur lequel regarde celui qui veut venir investir chez nous, évidemment, c'est de regarder comment vaut le coût de la main-d'œuvre. Si le coût de la main-d'œuvre est élevé, il peut bien s'installer, mais par ricochet, nous ne serons pas compétitifs. Nos produits ne seront pas compétitifs. C'est-à-dire que nous allons produire des produits que nous allons nous-mêmes consommer, mais trop cher. Mais dans un monde mondialisé, globalisé, on n'est pas obligé de consommer nos produits, surtout qu'avec cette histoire des accords de partenariat économique, je crois que M. le directeur sait de quoi je parle, s'il y a l'ouverture du marché, ça veut dire qu'on ne sera pas compétitif.
n'est-ce pas, pour aller vendre aussi de l'autre côté. Donc, c'est autant de choses qu'il va falloir prendre en compte. Moi, je le dis, je suis un petit journaliste, je ne suis ni politique ni sécurocrate, mais peut-être que si, moi, il y a aussi, comme on dit, la raison a ses raisons que la raison ignore. Moi, je ne sais pas, mais à bien regarder de près, je dis, on aurait pu mener cette opération avec beaucoup de tact et on aurait tenu compte de ce qui nous apporte quelque chose dans la dynamisation de notre économie et pourquoi pas leur donner un peu de temps pour se mettre en règle. C'est très important. Monsieur le Vircab, le Nord vous échoue donc de mettre un point final à cette émission, mais bien avant, le secteur de commerce, un secteur qui vous concerne. On a reçu ici sur ce plateau le collectif des commerçants qui réclame de la part de la Direction générale des impôts et des domaines donc la taxe, donc les taxes, donc la taxe d'occupation des locaux et bien d'autres taxes qui arrivent donc pour pénaliser ces derniers. Et quand ils arrivent donc pratiquement à la date de paiement et demandent à la DGID de pouvoir repousser un peu la date de payer après, la DGID donc vient avec la surtaxe. Et vous, en tant que ministère de tutelle, vous êtes le directeur de cabinet de Madame le ministre du Commerce et des Approvisionnements. Autant pour moi, je le rappelle sur ce plateau. Qu'en dites-vous? Bon, merci. Vous croyez que le gouvernement, il est un. Il n'y a pas deux gouvernements. Il n'y a pas un gouvernement du ministère des Finances et un gouvernement du ministre du Commerce. Le gouvernement, il est un. Et la loi des Finances, c'est une loi, elle s'impose à tous. La loi n'est censée ignorer la loi. La loi de finances 2014 a été rendue publique le 1er janvier et je crois que les opérateurs économiques avaient jusqu'au 20 mars ou 20 avril pour s'acquitter de leurs taxes. Ce délai étant échu, ceux qui ne l'ont pas fait à cette date, naturellement, comme c'est la loi qui l'indique, sont soumis à payer la surtaxe. Donc là-dessus, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Donc en ce qui concerne le sujet du jour, j'aimerais dire que je crois que pour tout de suite, moi je pense que surtout en ce qui concerne l'assainissement de la ville, moi je pense que les premières personnes interpellées qui devraient s'organiser, c'est d'abord les comités de marché. Au niveau des comités de marché, je crois qu'on pouvait s'organiser pour faire en sorte qu'on mette en place un mécanisme qui engagerait les jeunes des quartiers pour que l'assainissement se fasse, surtout autour des marchés, le plus facilement possible, avec les conseils des marchés, les mairies, pour qu'il y ait ce financement peut se faire, que ces gens soient pris en charge, qu'on soit financés. En ce qui concerne les autres métiers qui nécessitent des formations un peu plus pointues, spécialisées, telles que maçons, caroleurs et autres, c'est vrai qu'on n'en a pas des milliers, mais à la date d'aujourd'hui, si un appel est lancé, même à Brazzaville, sans aller loin, parce que je le dis à dessein et je sais de quoi je parle, j'habite un quartier où foisonnent des maçons, des ouvriers spécialisés congolais qui ont du métier et qui sont au chômage. Donc si aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il manque des ouvriers là, demain, on lance un appel dans les quartiers au niveau des mairies. Vous allez voir des jeunes Congolais qui savent travailler, qui vont s'aligner, qui disent je suis maçon, je suis caroleur, je veux travailler. Donc là-dessus, il y a d'abord à faire une question d'abord d'organisation. Il faut d'abord que nous prenions les choses en main à tous les niveaux des responsables pour regarder ce qu'il y a lieu de faire pour mettre en place des mécanismes d'encadrement de jeunes et de formation. Et si il y a des formations qu'on peut faire sur l'État, on en met des jeunes autour des grands maçons spécialisés, tutorage comme on dit. On les accompagne et on verra que d'ici 2, 3, 4 ans, les jeunes seront autonomes. Merci donc à vous, M. André Comba. Nous rappelons que vous êtes le directeur de cabinet du ministre, de Madame la ministre du Commerce. En tout cas, la toute dernière rubrique de cette émission, le Cameroun, le gaz peut-il prendre le relais? La hausse de la production d'or noir n'éveille qu'un optimisme prudent au Cameroun. En cause, le manque d'intérêt des majors. Mais du côté du gaz, les perspectives sont prometteuses. Électricité, la BAD octroie un prêt d'1 milliard
de 1 milliard de dollars à l'Angola. La Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 1 milliard de dollars destiné à financer la réforme du secteur électrique en Angola.